C'est la grosse info du week-end. Kyrie Irving a demandé son transfert 2 jours plus tard. Il a été transféré du côté des Mavs. Eh oui, Dallas récupère le meneur de jeu. Regardons d'abord ensemble le bilan, je veux dire le récap plutôt de ce trade. Kyrie Irving donc est échangé avec Markieff Morris, ça son importance, je mets des guillemets, contre Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie, un premier tour de draft 2029, c'est très très loin, et plusieurs second tours de draft. Messieurs, c'est une énorme info dans cette semaine de trade deadline. Quelle émotion quand on a vu ça hier soir, Erwan, c'était fou. Ouais, encore une fois. Fou. Ça fait partie des trades qui vont marquer l'histoire, en tout cas récente, de la NBA. Moi, quand c'est tombé, j'ai été d'abord surpris, très surpris. On savait que Dallas était dans la course. Parmi, quand on lisait les équipes en lice pour l'accueillir, il y avait Dallas, mais il y en avait d'autres, notamment sur la côte ouest du côté de Los Angeles, que ce soit les Clippers ou les Lakers. Il y avait une possibilité avec Dallas, la preuve, j'aurais jamais mis €1 sur Dallas. Mais c'est vrai que du coup, il y a plein de choses qui se sont mélangées. On va parler du contrat, on va parler de l'aspect aussi du jeu. Mais finalement, Dallas a tenté le coup. Ils ont réussi. Je suis pas sûr qu'aussi. Je suis pas convaincu que Brooklyn ait voulu aussi peut-être l'envoyer là où il avait envie d'aller. On peut même le dire. Hein. Voilà. Tout ça, le propriétaire a dit il n'ira pas aux Lakers. Donc c'est simple. Donc voilà, il y a plein de choses qui se mélangent. Mais il n'empêche que Dallas, direct, tu fais Dallas, Doncic. L'association, les deux, comment ça va se passer, quelles sont les ambitions, enfin voilà, tout est allé très très vite comme tout le monde, j'imagine. Thomas, ta réaction hier soir? Très très surpris, tout de suite j'ai pensé au duo avec Doncic et surtout j'ai repensé à l'historique. Il y a 2-3 semaines, il nous expliquait qu'il voulait finir au Nets. 2-3 semaines après, il demande son trade comme ça, sorti de nulle part, donc du Kyrie dans le texte, hein, toujours surprenant. On ne sait pas trop où il veut aller, on ne sait pas ce qu'il veut faire, on a du mal à le suivre, il joue un peu la victime parfois, et là, voilà, peut-être qu'il a eu ce qu'il voulait. En tout cas, je pense qu'on est très curieux tous de voir ce que ça va donner aux Mavs. Alors, on va essayer de récapituler ce qui s'est passé ces derniers temps. Hein. La première chose, c'est que Kyrie a tenté de négocier ils ont négocié avec les Nets. La grosse info, c'était que lui espère encore aujourd'hui, 4 ans et $200 millions. D'accord. Là, avant la fin de saison, il est éligible à une prolongation de 80 millions sur 2 ans. Donc, il y a quand même une énorme différence sur le volume, mais même année par année. Hein. Si vous faites maths P, vous savez que 200 divisé par 4, ça fait 50, et que 80 divisé par 2, ça fait seulement 40. Donc voilà, il y avait toute cette affaire. Donc, l'idée pour Kyrie, c'était de partir d'un endroit où il y a eu multi-moments de brouillard avec le front office, avec Sean Marks, avec même KD, on pourrait dire ça. On pensait que c'était le meilleur ami du monde. Finalement, comment il part, lui, on peut se poser la question de leur relation. Il n'empêche qu'il arrive donc au sein des Mavs, dans une équipe qui avait besoin d'une autre superstar. Moi, c'est le constat que je fais. Mark Cuban, depuis des années, veut un pivot, veut une star. Il est allé sur Kyrie Irving. Sur le principe, j'ai envie de te dire que les Mavs ont ce qu'ils veulent. Au même titre, un petit peu que Cleveland cet été, qui avait une bonne équipe, qui avait construit quelque chose l'année dernière, cet été, ils ont eu la possibilité de faire une superstar avec Donovan Mitchell. Ils l'ont fait. Et la question, tout de suite, quand Donovan Mitchell est arrivé, c'était de se dire, est-ce qu'ils sont meilleurs avec Donovan Mitchell? Oui. Le terrain a prouvé qu'ils avaient raison. Là, tu as raison. Dallas, ça fait des années maintenant autour de Doncic qu'on cherche à mettre des mecs et qu'on n'arrive pas à trouver. On sait que Dallas n'est pas non plus une équipe, une franchise qui attire énormément les énormes free agents de la ligue. Là, il y avait un coup à faire. Ils l'ont pris, ils l'ont fait comme Masai Ujiri avait fait avec Kawhi. Il y a un coup à faire. Évidemment, il y a des risques. On va en parler, mais pour moi, il y avait un coup à faire. Et quoi qu'il arrive, sur le papier, tu progresses. Alors, il y a plein de questions qu'on va se poser. La trade deadline n'est pas encore terminée. Il reste encore 4 jours. Mais en tout cas, j'ai l'impression que directement, tu progresses et pas qu'un peu. Moi, je pense qu'ils ont fait un all-in. Ils voulaient leur deuxième superstar. Voilà, il ne faut pas oublier que Kyrie, ça reste un des meilleurs joueurs de la ligue, quand il est sur le terrain, en tout cas. Et voilà, il n'y en a pas énormément, tu l'as dit, de stars à récupérer et qui veulent aller à Dallas. Donc, pourquoi pas avoir, mais... Je suis curieux. Après, c'est un Spencer Dinwiddie, niveau au-dessus, bien sûr, en mode superstar. Mais sur le profil, ça ressemble un peu. Après, on va voir entre ce qu'ils ont perdu et ce qu'ils ont gagné, qui sera les grands gagnants de ce trade, en tout cas. Messieurs, je vous pose la question brute pour point comme ça. Est-ce que vous y croyez à ce duo-là? Moi, j'ai envie d'y croire, forcément. Comme d'habitude, on donne sa chance au produit. C'est toujours pareil, comme cet été, Minnesota qui veut jouer grand, on donne sa chance au produit. Maintenant, on verra la réalité. Il y a plein de questions qui se posent. Luka Doncic est tellement omnipotent, joue tellement toutes les possessions, incarne tellement le jeu de cette franchise-là depuis qu'il est rookie.
Toutes les ballons, toutes les possessions passent par lui. Maintenant, pour la première fois de sa carrière, on va lui mettre un mec quasiment aussi fort balle en main que lui. Commençons pas à rentrer dans les plus Ils fins. sont aussi forts, ils sont 10 sur 10 Voilà, tous les deux. Point. exactement. Voilà. Donc, qui a aussi besoin de la balle, même si je pense que Kyrie a un profil où il peut jouer numéro 2, il peut être off-ball. Donc ça, c'est aussi intéressant. Maintenant, j'ai envie d'y croire. Évidemment que j'ai envie d'y croire, offensivement en tout cas. Tu crois, toi? Ouais, bah, pareil qu'Erwan, j'ai envie d'y croire parce que Kyrie, il est capable de soulager déjà Luka. On sait qu'il en fait beaucoup dans cette équipe, beaucoup trop, je pense. Et ça lui joue des tours sur sa santé physique aussi. Il a du mal à terminer les matchs. Là, il va pouvoir s'appuyer sur quelqu'un, se reposer sur plusieurs attaques d'affilée, bénéficier aussi de décalage d'un autre joueur, parce que clairement, quand tu regardes les matchs des Mavs, c'est hallucinant. Il décale tout le monde, toute la partie, quoi. Enfin, il joue tous les ballons, tous les pick and roll. Et là, il a une superstar à côté qui est capable de scorer, qui est capable aussi de finir les attaques en bout de chaîne. Donc, ça peut être un bon combo et la plus grosse paire derrière de la ligue, hein, clairement. Moi, je vais vous dire un truc, j'y crois à fond. Hein. Là, je vous sens un petit peu hésitant, vraiment hésitant entre guillemets, sur le basket pur. Moi, j'y crois à mort. Pour deux choses. La première, c'est que Luka, de son côté, a toujours eu à côté, en tout cas là ces dernières années, un meneur de jeu, un combo qui performe. Jalen Brunson a été vraiment bon à côté de lui. Jalen Brunson a été bon quand Luka a été blessé. Spencer Dinwiddie a certes ici ou là des limites. Il n'empêche qu'il a réussi à performer, a eu ses moments. Ces derniers mois, ces dernières semaines, il est vraiment bon. Donc, c'est possible d'être un meneur de jeu scoreur à côté de Luka. Bon, bah, il récupère le meilleur dans ce rôle-là. Kyrie est un joueur formidable à côté d'une superstar. Je dis ça parce qu'il a été excellent derrière LeBron. Il a été très bon aussi avec KD, donc des mecs qui portent beaucoup la balle. Des joueurs très différents, mais sur le fit pur, je vois, en fait, c'est peut-être l'arrière le plus complémentaire de Luka. Il est capable de jouer avec lui, donc on va voir des pick and roll. Kyrie, on l'a vu plein de fois poser des picks, surtout dans les fins de match, à LeBron, à KD, pareil. Luka est un passeur formidable, il va le trouver sans aucun doute. Il va être capable de le soulager, t'as raison, quand Luka va pas être sur le terrain. Bon bah, on sait qui sera les go-to guy de l'équipe. Puis Kyrie est tellement efficace que je ne vois... En fait, il n'y a rien sportivement qui, en tout cas sur leur entente en attaque, qui me permet de douter de leur association. Moi, je pense que ça ne le dérangera pas à Doncic d'avoir ce genre de joueur à côté. Bon, je me pose toujours la question, est-ce qu'ils consultent, est-ce que Cuban, par exemple, a consulté? Ils ont consulté, les Mavs ont consulté Luka. Ok, mais je pense il est content de cette arrivée, ça va le soulager. C'est pas un joueur qui... je pense qu'il sait ce qui lui manque pour gagner. Et Kyrie en fait partie, en tout cas, pour lui faire passer une étape encore. Voilà, l'année dernière, ils ont perdu en finale, en demi-finale de conférence. Finale de conf l'année dernière. Finale de conf, je me rappelle. C'est la finale de conf, tu parles de qui? Dallas. Finale de conf. Voilà, bon, il leur manquait pas mal de choses. Là, avec Kyrie, qui a aussi l'expérience, qui a déjà un titre dans ses bagages, moi, j'y crois en tout cas. Après, il va falloir s'adapter. Ça va être un petit temps, je pense, d'adaptation. Après, il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu des choses aussi. Moi, je pense aussi beaucoup aux fins de match des Mavs. Hein. On sait que les fins de match des Mavs, Luka Doncic est obligé d'être il le trappe souvent. D'être fantastique. Il est souvent trappé, les prises à deux. Il est obligé à lâcher la balle parce qu'ils font des pokers sur des joueurs qui sont d'un niveau en dessous. Vas-y, maintenant, va trapper Luka Doncic maintenant en fin de match. Hein. Va faire des pokers sur les autres. Quand les autres s'appellent Kyrie Irving. Il est tout rouge aussi parfois en fin de match. Il est un peu au bout du rouleau. Non, mais moi, je pense que... Et puis, Doncic a fait 4 ans qu'il a NBA. C'est un All-Star chaque année assuré. Il a fait une finale de conf l'année dernière. Je pense qu'il connaît trop bien le basket pour ne pas voir l'arrivée de Kyrie Irving comme quelque chose de bien et quelque chose qui doit l'amener au next step, c'est la finale NBA et le titre NBA. Donc, au bout d'un moment, il ne faut pas être fou, quoi. Surtout qu'ils sont que 2 dans ce profil à porter la balle. Donc, à l'arrivée, un ballon pour 2 sur toute l'équipe. Il n'y a aucun joueur un peu Wood qui est capable de se créer des situations tout seul. Sinon, derrière, c'est que des role-players. Donc, il y aura la place pour tout le monde, je pense. Il y a pas mal de commentaires. Hein. Quelqu'un qui disait, si je peux me permettre, leur pourcentage usage à Kyrie et à Luka permet de douter d'une future complémentarité. Mais tu as répondu à la question. Hein. Dans le basket, il y a un moment pour tout le monde. Quand il y a 2 croqueurs dans une équipe, en général, quand c'est 2 forts joueurs, ils arrivent toujours à trouver leur moment. J'imagine pas du tout Luka continuer à être aussi omniprésent. Alors, il le sera, mais ils ont le droit de jouer l'un avec l'autre. Hein.
Ouais, Donc, mais bon, si les deux touchent la balle sur une même action, bah, ils joueront ensemble. Les ouais, deux il va auront une falloir chance qu'il de se marquer. réadapte un peu plus, qu'il apprenne à lâcher peut-être sa balle un peu plus sur les transitions, même sur le jeu placé, aller se cacher peut-être dans le corner, souffler un peu, et voilà, voir ce qui se passe et laisser la place. Je pense que ça va être ça pour lui. Et surtout, C'est moi. plus facile quand c'est Kyrie, en fait. Oui, voilà. Tu vois ce que je veux Bien dire? Quand sûr. t'es un joueur super fort, naturellement, tu lui donnes la balle. Hein. Et puis surtout, moi je te dis, moi je reviens vraiment à ces fins de match qui, quand je voyais Doncic tout rouge, cramé, qui arrivait dans les 5 dernières minutes, cramé parce qu'il avait dû en faire beaucoup trop. Là, on imagine qu'il va arriver dans un autre état. Moi, c'est important de partager un petit peu aussi les ballons, d'être aussi un peu moins, même si Lucas est trop fort et qu'il marque plus de 30 points par match avec quasiment 10 passes. C'était un jeu d'attaque prévisible parce qu'on savait que tout allait venir de Lucas et de son génie et de sa créativité. Alors, même si il arrive toujours à surprendre les défenses, il y avait quand même, au fil du match, tu arrives à t'adapter. Là, tu rajoutes un mec comme ça, bon, ça va être un énorme casse-tête défensif pour les autres équipes. Ouais, Ça va clairement. être un autre casse-tête défensif aussi pour Tout Dallas. à fait. Là, on est sur le positif. On reste là-dessus. D'ailleurs, Tom, je regarde si on a notre première auditant. N'hésite pas. Hein, si quelqu'un est positif dans un premier temps, on établit les bases de ce qu'on imagine de bien dans cette équipe. Bien sûr qu'il y a plein de trucs sur lesquels on va. Et puis surtout, Dallas, en quoi ils font un super coup, c'est que. Alors peut-être certains sont déçus parce qu'ils voulaient le voir dans une équipe plus bling-bling. On beaucoup rêvé de le voir avec LeBron lui-même. Je pense que toute la ligue aujourd'hui rêvait de récupérer Kyrie Irving. Ouais. Donc rien qu'en ça, c'est un énorme coup des Mavs. Filet Mignon, il nous dit il était avec KD, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça fonctionnerait avec Luka dans une conf relevée avec des équipes rodées? Ça passera jamais à l'improviste avec Kyrie qui n'a pas de vécu avec l'équipe. En playoff, c'est les détails qui comptent. On en reparlera de cette histoire de playoff et de vécu collectif. Tu as raison, hein, c'est une vraie affaire. Je reviens sur l'histoire du contrat. Hein, on rappelle qu'il est en fin de contrat, 36 millions dans cette fin de saison et que il doit faire ses preuves lui aussi. Il doit y avoir un match parce que les Mavs ont dit on verra cet été pour parler d'une prolongation. Donc ils sont vraiment tous les deux dans une. Tu sais, ils se donnent 3 mois pour voir. Toi, 3 mois de préavis. Non, pas 3. Non, c'est quoi 3 mois de test? Je sais même plus comment on appelle ça dans les entreprises. D'essai. Oui, c'est 3 ça. mois d'essai. Période d'essai. C'est ta période d'essai. Merci. Tout simplement. Heureusement qu'on gère une boîte ici. C'est rassurant tout ça. Tom, tac. On y est. Super. Marcus. On va accueillir notre premier auditeur pour parler de Kyrie. Très curieux d'entendre ce que vous pensez de ce trade. Salut Marcus. Bonsoir. Wow, vous pouvez baisser un peu le retour, s'il vous plaît, les gars. C'est pas ta faute, Marcus, mais c'était un peu Shadow en direct. Salut Marcus, ça va? Ça va très bien, et vous? Ouais, super. Alors dis-nous tout, t'es content, toi, de voir Kyrie arriver à Dallas? Oui, plutôt pour Dallas, en fait, parce que je me dis... Alors, je vais rester surtout sur le sportif parce que ça reste quand même un sport et on parle de basket. Je me dis que pour Dallas et surtout pour Luka Doncic, le fait que Kyrie vienne et que Luka ait donné son accord, je pense que sur court terme, voire même peut-être sur 2-3 ans en fonction que Mark Cuban met sur les options des joueurs et avec potentiellement un accord de Kyrie, un minimum sur 4 mois de compète, ça peut être une alternance différente qu'avec le cas de choses, avec notamment Dinwiddie pour moi, qui était un peu trop up and down, beaucoup de bas, pas beaucoup de haut sur des fins de possession, fin de match. Donc je pense qu'avec Kyrie, ça peut changer beaucoup de choses et c'est très bien pour eux. Qui prolonge ou qui prolonge pas. Ah, moi, je ne partage pas vraiment cet avis. J'espère que Dallas, en tout cas, a une vision un peu plus lointaine que 4 mois, parce que autant ils ont fait un coup incroyable d'attraper Kyrie, qui était voulu par beaucoup d'équipes qui jouent le titre. Maintenant, moi, je te dis, même avec Kyrie, là, en 4 mois, ces Mavs-là ne seront pas champions. Moi, j'espère qu'on sait que Kyrie veut 4 ans de contrat, que les Nets ne voulaient pas lui donner, que même lui, il ne voulait peut-être pas les prendre, que les Lakers, pareil, on est plus sur un contrat de 2 ans, que ce que cherchaient aussi lui et ses représentants, c'était un contrat de 4 ans et de prendre le maximum d'oseille. Ça, ils s'en sont pas cachés. Je me doute quand même qu'il y a eu des discussions un peu avec Dallas et que Dallas est d'ores et déjà prêt à aligner les 4 ans, sauf si, évidemment, pendant 4 mois, il arrache tout, il fait n'importe quoi. Ce dont il peut être capable. Non, il Pas est trop forcément. malin pour ça. Il est trop malin pour ça. Alors, Il est capable de faire le dos rond pendant 4 mois pour avoir ce qu'il veut. C'est rien, 4 mois dans une saison. C'est rien, là. Il va kiffer un peu. C'est un joueur assez et lunatique, on peut dire. Hein. On ne sait jamais ce qu'il veut faire, on ne sait pas trop ce qu'il pense. Il est capable d'être adorable, comme parfois de disparaître, on ne sait pas pour quelle raison.
Et là, je le vois bien, en tout cas, sur 4 mois, être exemplaire pour avoir ce qu'il veut. Ça, je le vois Alors, très bien. sachez un truc avant de parler des faiblesses et de toutes les interrogations qu'on a au sein des Mavs, c'est que même si ça devait mal se passer et qu'il devait partir pour rien, ça libérait donc 36 millions de salaire. Mais il n'y a pas que ça. Dwight Powell, 11 millions, fin de contrat. Christian Wood, 14 millions, fin de contrat. Donc ça fait 2 hommes qui sont en place pour l'instant au moment où on enregistre le lundi dans cette équipe. Mais on peut imaginer qu'avec tout ça, les Mavs le laissent partir et qu'ils puissent signer un mec avec un contrat supermax. Mais Thomas, Donc, on en revient. non, mais Ouais, effectivement, moi, c'est ça dont je pense. donc, ils ne se mettent pas du tout une balle dans le pied. Hein. Ils se mettent pas une balle dans le pied. Certes, il n'empêche que, et je l'ai dit tout à l'heure, Dallas n'attire pas de gros free agents. On le voit depuis des années, c'est compliqué. Et qui sera libre cette Et en plus, qui sera libre? Moi, je crois vraiment que Dallas et Cuban croient vraiment en ce que Kyrie soit ce lieutenant plus comme Kyrie a été avec LeBron pour emmener Lucas et les Mavs en finale et au titre NBA. J'espère que quand ils le font, ils y pensent. Je parle juste du plan B, là. Erwan, tu vois, ils étaient pareils avec Jalen Brunson, surtout Mark Cuban, qui avait un peu coupé le joueur en disant non, il va pas aller au Knicks parce qu'il va filer un gros pognon, il ne pourra pas prendre d'oseille partout nulle part. Et au final, Jalen Brunson a voulu jouer au Knicks et il est parti contre net. Mais heureusement qu'ils l'ont pas signé, Jalen Brunson, sinon ils n'auraient pas pu, par exemple, choper Kyrie sur cette saison-là. Et puis, je vois dans les commentaires, si c'est pas finale de conf cette année, c'est un échec. Mais là, pour moi, ce que doit faire Dallas, c'est mettre en place des choses, voir encore comment ils vont bouger. On va arriver certainement sur l'aspect défensif de cette équipe qui est quand même, à l'heure actuelle, ultra inquiétant. Mais c'est que jouer ensemble les deux, se régaler, montrer qu'il y a des choses et que c'est un vrai casse-tête défensif pour toutes les équipes de la Ligue, et arriver l'année prochaine en se disant on est parmi les favoris ou un outsider plus. Mais là, commencer à attendre des Mavs une finale de conf ou une finale NBA, c'est beaucoup trop tôt. Et ceux qui attendent ça vont être déçus. Moi, je suis d'accord avec toi. Il faut arrêter de parler de résultats tout de suite, finale de conf. Il y a quand même la manière dans le sport aussi. Voilà, il faut voir si la mayonnaise prend. Et c'est pas facile à l'Ouest. Donc, aller en finale de conférence, c'est pas rien. Il faut passer sur des très bonnes équipes. Donc, je pense que tout d'abord, il faut qu'ils s'adaptent et on a besoin de voir comment ça marche entre eux, si sur le papier ça marche. Alors, la première chose, c'est qu'on va remercier Marcus. Merci de nous avoir appelés. Amigo, tu nous rappelles quand tu veux. Merci beaucoup à toi. On est en direct, hein, bien sûr. Woj vient de tweeter que le trade entre les Nets et les Mavs n'était pas encore officiel. Parce que les Nets, super, voilà, il est là. Parce que les Nets sont en train d'explorer les opportunités pour étendre le deal à une 3e équipe. Les équipes aimeraient... Donc on pourrait... Ils sont en train de réfléchir et d'ici 2 heures, ça serait officiel. Alors, pas que ça va tomber à l'eau, ça va pas capoter. Hein. C'est juste, on réfléchit à rajouter une 3e équipe et donc, pourquoi pas, aller chercher d'autres mecs et voir si les Mavs ou les Nets bougent encore une fois. On parlera des Nets dans quelques instants. Spencer Dinwiddie, c'est pas sûr qu'il reste là-bas, lui ou d'autres, hein. Bien sûr. Revenons donc à nos Mavs. Vous parlez de résultats et on est tous plutôt d'accord, ça ne sert à rien de parler de résultats maintenant. C'est beaucoup trop tôt. Laissons-le arriver déjà. D'ailleurs, le premier match, ça devrait être mercredi contre les Clippers cette semaine. Il est blessé. En plus, absolument, tu as raison. Parlons du reste du roster. Parce qu'ils perdent donc Dorian Finney-Smith, leur soldat devant l'Éternel, qui galérait cette saison. Vraiment, par rapport aux 2 dernières saisons, il était en dessous d'un point de vue des stats et des pourcentages. Ils perdent Spencer Dinwiddie, donc ils ont meilleur. Ils perdent aussi des choix de draft. À la rigueur, on ne s'en occupe pas trop aujourd'hui. Mais ils perdent surtout leur défense sur les ailes. Ils sont à poil sur les ailes. Hein. Dire que ce n'était pas une équipe qui défendait beaucoup. Là, je regardais leur dernier match, c'est vraiment dramatique. Collectivement, il n'y a pas grand-chose de mise en place défensivement. Et puis, il y a personne qui s'y colle, quoi. Tout le monde veut shooter. Tout le monde veut bénéficier des espaces que crée Doncic pour envoyer des bombinettes. Et Dorian Finney-Smith, pour le coup, était l'un des seuls à un petit peu s'envoyer et à relever les défis défensifs. Là, pour le coup, alors oui, en attaque, ça fait fantasmer. Mais alors, défensivement, effectivement, il y a un énorme point d'interrogation. Il y a tout à créer, en fait. Ouais, il y a tout à créer. Voilà. Il y a avec qui, surtout? Il y a tout à créer. Mais pour l'instant, il n'y a personne. Ouais, clairement, le départ de Dorian, moi, ça m'a fait mal au cœur. Hein. C'est un joueur que j'adore. Il comble beaucoup de lacunes défensives. Il est partout. Il va au rebond. Il défend sur plusieurs postes. Il est plutôt adroit dans le catch and shoot, à part, bien sûr, cette année, il est un peu plus dans le dur, mais je l'ai vu faire des matchs de play-off de haut niveau dans son rôle, en tout cas. Et moi, au-delà de ça, je me dis, je voudrais revenir sur la situation de Kyrie. Je me dis, s'il part dans 4 mois, c'est-à-dire qu'on a largué premier tour de draft, Dinwiddie et Dorian Smith pour rien.
en fait. Ça s'appelle un all-in, hein, tu Ouais, disais tout à l'heure. Ça fait partie des risques du business. Moi, c'est quoi, ça j'ai qui me envie de fait te peur. Et en même temps, je me dis que Cuban, il a dû. Je sais pas s'ils ont le droit de s'appeler ou je sais pas comment ça se Avec passe. qui Avec Kyrie, par exemple. Bah, jusque-là, les tractations, quand même, il se pose la question. Mais Ouais. Est-ce oui, qu'il bien sûr. s'appelle? Est-ce que. Voilà. Bientôt, il y est maintenant. Je donc, pense que Cuban, voilà, c'est un personnage un peu atypique. Je le vois bien s'entendre avec Kyrie. Voilà, ils sont un peu bizarres les deux. Et, il y en a un qui est moins bizarre que l'autre, quand même. et je pense qu'il se dit qu'il va arriver à le convaincre pour le prolonger. En tout cas, si ça se passe bien sur ces 4 mois, il se dit qu'il est capable de créer un duo de superstars à Dallas. Beaucoup de débats aux États-Unis sur les chaînes de télé pour dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vaut la parole de Kyrie? Il y a vraiment on parle même plus basket aujourd'hui. Je pense on disait que souvent que c'était sa dernière chance, son retour au Nets. Là, il s'est racheté une conduite en un mois et demi, Ouais. parce que son talent était immense. Maintenant, quand il demande son trade, les réactions ont été terribles, comme souvent dans les médias. Mais c'est vrai qu'on peut se poser cette question aujourd'hui. Qu'est-ce que vaut la parole de Kyrie? Est-ce qu'on peut faire confiance à ce mec-là alors que les Nets se sont remis en place? On se disait que t'es à un trade d'avoir vraiment une équipe pour jouer le titre. Lui, bam, il demande un transfert. Il dit à tout le monde, mais en plus rancunier, je pense, vous croyez que j'ai oublié ce qui s'est passé? Qui m'a soutenu, qui m'a pas soutenu? Boum, je vous la mets profonde et je me barre. Bon, c'est aujourd'hui que vaut la parole de ce mec-là. Donc maintenant, je reste persuadé que des équipes comme Dallas, au même type que Toronto à l'époque avec Kawhi, et on se souvient que quand Kawhi arrive, il dit qu'il veut pas jouer, que son oncle, qui est son agent, il dit on mettra pas un pied là-bas. C'est très compliqué. Ils ont pris ce risque-là. Ils ont amené un titre. Comme les Cavs cet été, tu as l'occasion de faire une superstar, tu l'as fait. Et je pense que Dallas, ils ont fait all-in. Si ça marche pas, ils se seront mis à poil pour rien. Mais tu es obligé pour moi dans ce business de la NBA. Tu peux faire Kyrie, mais donne tout. Ça marche pour Anthony Davis aux Lakers. Ça marche pour Anthony Davis aux Lakers. Tu lâches tout ton avenir pour aller chercher un mec. Là, on parle des exemples qui ont payé. En fait, il y a plein d'autres exemples qui vont. Là, on peut imaginer que ce soit un échec, hein, bien sûr. Il n'y a pas de souci avec ça. Ouais, comme tu dis, le plus gros sujet, c'est qu'est-ce que sa parole vaut. Alors maintenant, dans quel état d'esprit il est? Est-ce qu'il a voulu se venger, comme tu dis, un peu des Nets? Parce qu'on connaît, là, il a une période difficile entre le vaccin et après la polémique. Il s'est passé beaucoup de choses à Brooklyn. Alors peut-être qu'il a voulu leur faire payer. Maintenant, on va voir. Soit c'est un gars qui a une parole, soit c'est un mec qui veut se dire, OK, j'arrive à Dallas. Maintenant, je vais montrer à tout le monde que j'ai une parole, que je vais m'installer dans une équipe et je vais leur montrer quel joueur je suis et que je peux à nouveau gagner sans LeBron et avec une autre superstar et qu'on va emmener Dallas. Aussi, hein. Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'avec les Nets, il voulait même pas leur oseille. Son agent en dit, c'est même pas une histoire d'argent. Voilà, donc moi, on sait aussi il que avait le en travers, propriétaire, je pense. pendant la polémique, le propriétaire l'a énormément chargé. On n'est pas là pour dire à juste titre ou pas. En tout cas, il en a rajouté trop, je sais pas. En tout cas, il lui a mis tout ce qu'il pouvait lui mettre. Et quelque part, j'ai l'impression qu'aussi, alors certainement mérité, mais que Kyrie Irving, il y a une forme de rancune. Je sais pas ce que tu en penses. Dans ce choix-là, à ce moment-là, c'est vraiment vous dire, tu t'y attends pas, tu crois. Moi, je t'ai pas oublié ce que tu as fait. J'ai pas oublié. On sait qu'il a été mis au banc un petit peu de la NBA, mis au banc des Nets, et que le proprio, quand il met les jeunes avec des t-shirts, tout ça, parce que ça n'est pas arrivé par hasard, tout ça. Donc, on sait que le proprio lui a mis un petit peu tout ce qu'il a voulu lui mettre dans la tête à ce moment-là, à juste titre ou pas, peu importe. Mais que Kyrie, quelque part, moi, j'ai l'impression qu'au-delà du sportif, il y a un sentiment de revanche de dire « je te mets dans la merde ». Et quand on voit l'effet boule de neige que ça fait, les rumeurs autour de KD, le ci, le ça… Revenons à Dallas. À Dallas sur un truc moi, qui m'intéresse plus là tout de suite, c'est est-ce qu'ils peuvent s'entendre? Porzingis, Luka, ça n'a pas matché. Ni plus ni moins, on était sûr, l'affiliation européenne et Porzingis, tout. Porzingis, c'est pas Kyrie, hein. Porzingis, c'est pas Kyrie, mais ils ne se sont pas entendus. Je dis pas qu'ils ne s'est pas entendu avec Spencer Dinwiddie, qui est pas du même calibre, ou Christian Wood, qui est déjà en instance plus ou moins de départ, notre ami. Mais j'ai l'impression que Luka aussi est une personnalité à part, ça, ok, et que c'est difficile de l'entourer. Donc les Mavs ont pris ce risque. Est-ce que toi, tu as des doutes sur une éventuelle relation amicale? Je vais très loin, mais en tout cas sur une entente entre les deux. C'est un joueur européen. Luka, on sait qu'ils ont des mentalités différentes. Moi, après, sur le terrain, j'ai pas de doute. Je pense que Luka, maintenant, voilà, il a prouvé que c'était une méga star de cette ligue, un des plus gros joueurs. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut qu'il gagne. Et pour gagner, il a besoin d'une superstar à ses côtés. Et Kyrie, il fait partie des top joueurs de la ligue. Et il est capable de finir des matchs. Il est capable d'avoir des crises où Luka pourra se reposer aussi sur lui. Je le vois très bien lui donner des ballons pendant tout un quart-temps. Si l'autre, il est chaud, ça ne le dérangera pas du tout de shooter vraiment. Ce que Jokic fait un peu à Denver parfois. Il sort des matchs où il shoot 8 fois parce qu'en fait, il n'en a rien à cirer. Il veut juste gagner des matchs. Et Luka, je le vois bien faire ça, décaler Kyrie toute la soirée sur des pick and roll même. Ouais, mais là, tu parles du jeu. Hein. Oui, sur le jeu, je pense qu'on est d'accord, mais
C'est vrai, Après, moi, mon doute, il est vraiment sur. c'est des Souvenez-vous de ce qu'avait dit James professionnels. Harden. Hein. Non, James Harden, il avait dit des trucs sur Kyrie, on avait tous été choqués avec son encens et tout. Mais bon, James Harden, je dis pas que c'est une lumière Ouais, et tout mais ça, mais même entre eux, ils se disent. Alors, c'est des jeux, des Luka, Kyrie, il a des l'air un machins. peu plus cool, un peu plus. Watch out. Hein. Bah ouais, moi Je pense qu'il va prendre un peu de recul aussi. Attention à Doncic, hein, ça s'est mal passé avec Porzingis. Il a l'air particulier lui aussi. Ouais, il a quoi. l'air particulier. Et puis surtout, il est dans un confort incroyable. On sait que Kyrie. Ah, mais attendez, reste une méga attendez, superstar. vous me comparez Porzingis, il était pas bon. Non, mais Porzingis, je te parle dans Ah ouais, dans c'est l'humain. relationnel. Je te parle dans l'humain. Ouais, mais tu sais très bien comment ça se passe. Si ça roule sur le terrain, ça va rouler en dehors. Ouais. Je suis désolé, avec Porzingis, ça marchait pas sur le terrain. Donc forcément, il y a des trucs qui ressortent. Maintenant, si ça marche avec Kyrie, ben, il va bien s'entendre avec lui, ça va aller. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est beaucoup posé la question depuis plusieurs années sur quel serait le numéro 2 idéal autour de Doncic. Moi, j'ai souvent dit Siakam, des postes 4 un peu qui peuvent jouer. Et finalement, on se retrouve avec un poste 2 scoreur, ultra talentueux, dribbleur incroyable. Et en fait, quand je me pose la question, je me dis, bah, en fait, oui, tu vois, on se dit depuis le début que ça peut marcher. Mais c'est vrai qu'avant de voir ce trade, le lieutenant parfait de Doncic, on s'était jamais imaginé que ça allait être un poste 2, alors que Jalen Brunson a été finalement le meilleur soldat de Doncic. Erwan, je te coupe. On va revenir après sur Dallas, mais Mark Stein vient de tweeter un truc incroyable. Parmi les possibilités pour étendre donc le trade de Kyrie à Dallas, Brooklyn est en train de réfléchir de la faisabilité d'un package qui enverrait Spencer Dinwiddie du côté de Toronto pour récupérer Fred VanVleet. Voilà. Je ferme ma parenthèse. D'ici la fin du live, parce qu'ils ont dit couple hours, donc normalement 2 heures, Dallas doit absolument faire ça aujourd'hui, donc ça va se faire aujourd'hui. S'il y a un feu fou avec VanVleet qui débarque du côté des Nets et Dinwiddie qui arrive à Toronto, ben on sera en direct et on aura de la chance. Donc voilà, c'est notre petit fil rouge de la soirée. Je voudrais revenir sur l'effectif, messieurs. Je vais essayer de vous dire ce qui reste dans cet effectif et les manques qu'il devrait y avoir au sein de celui-ci. Donc, Luka a un ball handler avec lui, ça, il n'y a pas de doute. À l'intérieur, il y a notre ami Christian Wood, il y a Dwight Powell, il y a toujours Javal McGee qui est là. Hein, Qui est là. ne joue pas. Qui a le mérite d'être là. Qui pourrait, pourquoi pas, être transféré. Hein, il peut être là. Sur les ailes, on se retrouve avec Tim Hardaway Jr., instance de départ, on en parlait déjà quelques temps, Reggie Bullock et notre petit Green, qui est un poste 2, voilà. Qui fait des bonnes choses. Qui est un bon joueur, qui a un potentiel. Très irrégulier. C'est tout. Ouais. Il n'y a que ça sur les ailes. Ils sont obligés de bouger, en fait. C'est ça le constat. Ils sont obligés de faire un move pour aller chercher un autre ailier. Mais c'est pour ça que quand on dit que ceux qui les voient déjà en finale de conf, en finale NBA, c'est beaucoup trop tôt. Là, ils ont mis les grosses boules là, qu'on envoie pour détruire les maisons. Ils ont fait ça, ils ont rasé. Ça s'appelle notre goal, là. Wrecking Ball. Là. Voilà, Ça s'appelle encore. ouais, c'est ça. Mais ils ont rasé le deuxième et le premier étage. Il reste plus que le rez-de-chaussée et les fondations. Et maintenant, il va falloir rajouter petit à petit des étages. Donc, ça va être intéressant là les prochains jours qui arrivent. Et évidemment, la construction, elle se continuera cet été. Et je pense que le but des Mavs, c'est de prendre du vécu entre Kyrie et Doncic, de construire un système autour de ces deux mecs-là, mais surtout d'arriver l'année prochaine au mois d'octobre et d'avoir une équipe contender plus, voire favori. C'est ça le but. Parce que là, tu l'as dit, sur l'effectif, t'es à poil de fou. J'ai oublié qu'il y avait Davis Bertans qui avait encore 3 ans de contrat. Ils ont Maxi Kleber aussi. Ils ont beau être forts. Et Maxi Kleber aussi. Ils ont beau être forts tous les deux, mais là, au bout d'un moment, il y a vraiment aussi, personne à côté, quoi. Je m'attends à ce qu'ils m'appellent pour aller finir la saison, et je dirais oui. Ils ont bien raison. Alors du coup, là, s'ils doivent bouger encore dans la fin de semaine, qu'est-ce que vous aimeriez? Mais ils n'ont plus rien à offrir, ça y est. Ils ont encore Christian Wood. Non, ils ont des fins de contrat. Quand t'as des contrats c'est pareil, t'enlèves Christian Wood. Tu récupères des mecs. Moi, je pense que Wood, il a un petit contrat, 14 millions. Il y a OG Anunoby à aller chercher. Bah, s'ils font ça, mais je vois pas avec quoi. Hein. Ils ont zéro à envoyer, à part des contrats expirants, encore une fois. Ah, il faut OG Anunoby. On sait bravo Nico. On sait que Toronto va chercher que ça, des contrats expirants. De toute façon, pour moi, ils vont jouer en mode 2 superstars, qui vont jouer tous les ballons, avec des role-players autour, voilà, qui vont dégainer comme Bullock et Hardaway Jr. Après, défensivement, ça va être léger, ça c'est sûr. Donc ça c'est le gros point noir. Ça serait bien un retour en forme de Javal McGee, mais pour l'avoir vu jouer un peu en ce début de saison, il est à la ramasse. Ouais, mais je crois qu'il est surtout pas dans les projets. Là. Non, mais autant je l'ai beaucoup défendu les années précédentes, quand il n'avait pas beaucoup de temps de jeu, parce qu'il était quand même bon sur peu de minutes. Mais là, pour l'avoir vu jouer, il est pas. Ça sent la fin. Moi, j'ai surtout l'impression qu'il l'a jamais mis dans. C'est un mec quand même à qui il faut filer un peu des minutes et le mettre dans des. Ouais, mais il avance plus comme avant. Il est. Ouais, enfin bon, après, surtout sur un poste où ils sont quand même un peu déficitaires. Ouais, c'est sûr. Je comprends pas trop l'utilisation de Javal McGee. Parce qu'il a pas. Je suis d'accord avec lui. Il n'a pas performé comme attendu. Hein. Possible. Il a joué. Hein, il était dans le 5. Au début, il a joué 20 minutes.
Voilà, il préfère jouer avec Christian Wood. En tout cas, si Christian Wood part, ce sera encore un sacré remue-ménage. Parce que Porzingis, c'était à la trade deadline l'année dernière. C'était il y a 1 an que Spencer Dinwiddie est arrivé. C'est incroyable, les changements comme ça dans l'effectif. Toi qui es bon, Anunoby, c'est impossible que ça se fasse? Non, c'est pas impossible. Non, c'est possible, mais il faudrait que... Alors, si Van Vliet, par exemple, a été changé, bon, bah, ce serait la première pièce on casse tout à Toronto, et donc là, tout est possible. Hein, mais ça marche pour Siakam, du coup, qui serait en instance de départ. Ça marcherait pour Anunoby. Franchement, il faut Anunoby. Nico Harrison, là, le GM qui était de longue date chez Nike, qui est arrivé. Alors là, c'est un coup de maître. Mais bon, on n'y est pas encore. Ouais, contre qui ils ont même quasiment plus de tour de draft à donner. Ils ont des contrats expirants. Voilà. Ils n'ont pas de talent en vrai, ça c'est clair. Anunoby, ça reste un très solide poste 3, très bon. Plus que ça. Donc le lâcher comme ça, je suis. Mais ils veulent des contrats, ils veulent tout casser à Toronto. Hein. Okay. Ils veulent tout casser. Ils rêvent de Victor, Masai Ujiri. Ils veulent tout péter, repartir à zéro. Donc Van Vliet, Siakam, Anunoby, c'est les 3 qui veulent bazarder. Donc ou des tours de draft ou des contrats expirants pour faire du cap space. Siakam, c'est trop cher par contre, je pense. Il a un énorme contrat. Ouais, c'est beaucoup trop cher. Mais Anunoby nous dit il propose les contrats de Bertans, Hardaway, McGee, Woods et cible Gobert. Bon, Porzingis, je pense que c'était pour la blague. Mais, mais voilà, en tout cas, ils ont que ça à envoyer. Hein. Là, pour Kyrie, ils ont envoyé le pic de 2029. Donc, c'est dans tellement longtemps. 2029. Le mec en 2029, aujourd'hui, il a 13 ans. Non, mais gros. Il y a un mec qui joue, il est en seconde, même pas, qu'est-ce que je dis? Non, il est en 5e. Il est en 5e et il appartient déjà aux Mavs. En tout cas, oui, comme dit Catch and Shoot, en effet, il n'y a aucune rumeur pour l'instant. Mais bon, on sait que ça peut s'enchaîner. En tout cas, franchement, là, si Woj, il nous sort l'info de Van Vliet qui bouge en cours de live, on pourra lui envoyer une petite lettre pour lui dire merci, Wojnarowski, le sang, Adrian, le frérot, bien sûr. Luka est un compétiteur, mais pas un sale mec ou quelqu'un qui se la pète. Jamais un de ses anciens teammates l'a critiqué, bien au contraire. Il s'énerve parfois sur le terrain, écrit sur ses teammates, mais il a raison de le faire. C'est lui le leader de l'équipe, c'est Méli Melo qui nous dit ça. J'en profite pour accueillir un nouvel auditeur. Tac, je retrouve son prénom, cher ami. Yacine. Salut Yacine, ça va? Et comment tu vas Yacine? Oui Yacine, je t'entends, tu es là. Je t'entends respirer. Salut. Allô. Ça va? Ça va et vous? Impeccable. Yacine. Bon, tu nous as entendu parler de tout ça. Raconte-nous ton ressenti par rapport à l'arrivée de Kyrie aux Mavs. Bah, vous avez déjà évoqué plein de choses. Moi, personnellement, je suis plutôt sceptique quant à cette on va dire, pour plusieurs raisons. On va dire que d'un point de vue vraiment purement basket, je ne sais pas si ça sera vraiment compatible dans le sens où forcément tu as 2 mangeurs de ballon. Je sais que je ne dis pas quelque chose de nouveau en disant ça. Mais en plus de ça, tu n'as pas 2 gros défenseurs, en la personne de Doncic et Irving. Mais en fait, ce qui va le plus poser problème, je pense, c'est que en fait, la fois où on a vraiment vu, je pense que le prime de Kyrie Irving en termes d'efficacité, c'était à Cleveland sous le leadership de LeBron James. Et là, j'ai du mal à me dire, au vu de la carrière de Doncic jusqu'ici, s'il sera en mesure d'encadrer, entre guillemets, en termes de leadership, cette équipe-là, parce que je pense que Kyrie Irving sera forcément l'option numéro 2. Et est-ce que Luka Doncic a les épaules aujourd'hui pour ça, sachant que c'est un... Bah, d'ailleurs, on est né le même jour, lui et moi, 28 février 99. Donc c'est un genou. Est-ce qu'il va pouvoir encadrer Kyrie Irving? Est-ce qu'il va pouvoir mener cette équipe vers le haut quand on sait qu'il est un peu caractériel? Donc en termes de fit, ça me fait peur. Forcément, comme a dit Erwan tout à l'heure, j'aurais peut-être plus vu un poste 3, un peu polyvalent, savoir un peu tout faire, qui est capable de tes jeux à 3 points, défendre. Là, franchement, je suis sceptique. Ok, vous dites quoi, messieurs? Dites-moi. Moi, quand tu dis que c'est 2 mangeurs de ballon, rappelez, tu l'as dit, et tu le dis, Yacine, hein, Kyrie, en fait, là où il a été le plus fort, le plus efficace, et là où il gagne un titre, c'est avec LeBron James. Et moi, je vois des similitudes quand même entre LeBron James, qui avait toutes les possessions à Cleveland, et Kyrie, qui avait le reste, et à Dallas, Doncic, qui va avoir toutes les possessions, qui va créer, qui est aussi fort à la passe que ce que LeBron peut être. Et Irving à côté, en fait, moi je vois des similitudes là-dedans. Derrière Irving, après à Boston, il n'a jamais eu un mec comme LeBron et Doncic. Au Nets, même avec Irving et Durant, il n'a jamais eu ce mec-là à côté. Finalement, pour moi, même si LeBron est un monstre athlétique comparé à Doncic, dans le jeu, dans le physique, dans la manière d'influencer le jeu offensif d'une équipe, je trouve beaucoup de similitudes entre les deux. Et finalement, 2 mangeurs de ballon, on a oublié que ces mecs-là sont champions et qu'ils font des matchs de finale NBA où ils mettent les 2-40. Tu vois
ce que je veux dire? Et à côté, ils ont des soldats qui défendent. Là, c'est là où je te rejoins. Et il va falloir trouver ces mecs-là, les Jefferson, tout ça. Richard Jefferson, hein. Mais je sais pas, en fait, moi, le fait que les deux soient des gros scoreurs, des mecs qui ont besoin d'avoir la balle, mais on a déjà vu Kyrie c'est d'ailleurs même le meilleur Kyrie qu'on ait vu, parce que c'est lui qui met quand même ce tir incroyable en 2016. Tu vois, en fait, c'est pour ça, pour moi, avec Doncic, le fit, finalement, maintenant que je les vois ensemble, j'ai pas de souci de partage de ballon, en tout cas. Ah, alors, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est pour ça que mon interrogation a se porté plus sur le côté leadership. C'est-à-dire que en 2016, quand les Cavs sont champions, LeBron, ça fait déjà 15 ans qu'il est dans la ligue. Et qu'on le veuille ou non, les profils se ressemblent. Doncic et LeBron, même si, comme tu as dit, Doncic, défensivement, ça n'a rien à voir. Mais il n'a pas la stature d'un LeBron, c'est-à-dire qu'on ne voit pas tout ce qui se passe en coulisses. C'est-à-dire que je pense qu'en 2016, quand tu as LeBron qui pousse un coup de gueule dans les vestiaires, Kyrie Irving qui ferme sa gueule, là, tu as un mec qui a quasiment 10 ans de moins que lui. Tu vois, qui a moins d'expérience dans la ligue. Et quand on connaît le caractère de Kyrie Irving, c'est un mec, qu'on le veuille ou non, qui paraît assez spécial, on va dire. C'est là-dessus que mes doutes y reposent. Et mine de rien, je pense que la plus-value là, de LeBron qu'on a évoqué défensivement, quand tu vas chercher un titre, tu vois, typiquement le bloc de LeBron en 2016, je pense pas que Doncic il le met. Oui, et c'est ce genre de taille-là qui permet de gagner un titre. Si on va par là, effectivement, je vais avoir du mal. Mais Thomas, le leadership de Doncic, on a le droit d'en douter encore? Non, moi, j'en doute pas du tout. Il y a plusieurs types aussi de leadership. Hein. Il y en a qui sont plus vocaux, il y en a qui sont plus par l'exemple. Et Doncic, moi, quand je regarde les matchs, chaque fois, je vois des coéquipiers qui le suivent, qui partent au charbon pour lui. Pourquoi? Parce que lui, il l'aimait bien toute la soirée. Il est décalé, il rate pas une passe. Il les fait croquer. Les Tim Hardaway Jr., les Bullock, ils ont des situations toute la soirée, des tirs ouverts à 3 points, voilà. Et je pense qu'il kiffe vraiment jouer avec lui. Ça a l'air d'un... Et on l'a vu en playoff l'année dernière. Ouais, on l'a vu l'année dernière. Ça a l'air d'être un mec assez sympa. Moi, j'en ai déjà discuté avec Fabien Causeur, qui joue au Real Madrid, qui c'est son roommate. Voilà, c'est un mec qui aime bien rigoler, qui aime bien parler à ses coéquipiers, apprendre à les connaître. Voilà, c'est un gars simple. Et je pense que pour moi, je ne sais pas pourquoi on remet en doute son leadership, mais pour moi, c'est un grand leader, Luka. Et il ne faut pas oublier que c'est Kyrie qui va arriver dans l'équipe de Luka. Donc, ça va rester l'équipe de Luka. Et tous les mecs qui seront déjà là seront un peu... à cause de Luka. Voilà, à cause de Luka, ça sera leur chef, entre guillemets, de base, voilà, de tribu. Et Luka, pour moi, peut mener cette équipe. Et si Kyrie, il est malin, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Ils peuvent très bien s'entendre les deux. Il y a Petit Jean qui nous dit Kyrie cohabitait très bien avec LeBron. Il peut reprendre exactement le même rôle. Mais LeBron défendait contrairement à Luka. Il faut bazarder Hardaway, Depix, Powell, Bertans, aller chercher du Vanderbilt, du Cam Reddish et échanger le contrat expirant de Wood contre Miles Turner qui est payé très cher cette année. Après, ça fait des sacrées affaires, ça. Hein. Il faut arrêter ces comparaisons là aussi. LeBron, on sait que c'est pas les mêmes joueurs. On les compare au niveau du, voilà, c'est deux méga stars. On les compare. Beaucoup la balle, voilà, qui dominent aujourd'hui la NBA, mais c'est des joueurs totalement différents. Hein. Donc il faut pas non plus quand on parle du contre, tout ça. Bien sûr que Luka et LeBron ne font pas les mêmes choses sur le terrain. Yacine, tu voulais ajouter quelque chose peut-être? Ouais, on a parlé là pour le coup du côté très basket. J'aurais aimé avoir votre avis en fait sur plus un focus sur le trade. Personnellement, même si c'est clair que Doncic est forcément mieux entouré maintenant, quand on voit ce qu'il a été capable de faire l'année dernière avec Jalen Brunson en playoff, là je pense que quand même Kyrie Irving, voilà, il a un Jalen Brunson dans chaque doigt, on va dire. Mais est-ce que Dallas, comment se positionne selon vous Dallas sur ce trade-là? Parce que miser sur Kyrie Irving, qui, comme l'a dit Erwan tout à l'heure, mais c'est les échos que j'avais eu aussi, attend quand même d'avoir un contrat bien garni de 4 ans. Comment se positionne Dallas? J'ai l'impression que Brooklyn gagne vraiment ce trade au vu des contreparties qu'ont réussi à avoir les Nets, sachant qu'apparemment leur business il n'est pas terminé. Voilà, en tout cas en tant que GM, j'ai l'impression que Dallas prend vraiment beaucoup de risques avec ce trade. Ils n'ont pas le choix, Yacine. Moi, je pense que si c'est une free agency et qu'ils se retrouvent à qui est le plus attrayant, qui est le plus attractif, ils vont perdre Dallas. Ils perdront, forcément. Donc là, pour le coup, il y a un coup à faire sur cette période-là de transfert. Et ils le font et ils ont raison de le faire. Je pense que s'ils ne l'avaient pas fait, c'était une faute professionnelle. Et les Lakers ont essayé de le faire et les Clippers ont essayé de le faire. Mais Dallas, ils ont... Alors oui, ils se dépeuplent un petit peu et que pour l'instant, on voit 2 superstars et qu'autour, il y a un squelette solide, mais que ça manque de chair encore. Le projet. Mais là, on vient de mettre les premières pierres d'un nouveau projet. Mais pour moi, Dallas, ils ont eu entièrement raison et ils ont bien fait de le faire parce que s'ils avaient attendu une free agency, ils n'auraient pas pu lutter et attirer un joueur comme Kyrie Irving. Et est-ce que vous pensez... Vas-y, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait des meilleurs coups à faire
Après, voilà, je suis pas dans les insides des franchises, mais ça fait pas mal de semaines qu'on entend que ça doit bouger à Toronto. Quand tu regardes des profils comme Pascal Siakam ou Giannis, qui certes n'ont pas l'expérience de Kyrie dans la ligue, n'ont pas fait ce que Kyrie a fait dans la ligue, quoique Siakam sur le titre de 2019, c'est vraiment une pièce hyper importante des Raptors. Est-ce que ces coups-là, ça aurait pas été plus intéressant à faire, sachant que c'est des joueurs qui, je crois, sont sous contrat, si je me trompe pas. Franchement, on sait que Kyrie, c'est un relou de ça et tout. On oublie. Là, honnêtement, Yacine, c'est presque un manque de respect que tu fais à Kyrie. C'est que j'adore Siakam. Vraiment, j'adore Siakam. Thomas peut en témoigner. J'adore Van Vliet. À un moment donné, si tu veux faire Kyrie, Van Vliet ou Siakam, tu fais que t'es Dallas, tu fais Kyrie. Et il n'y a même pas de débat à avoir. Tu sais, comme ils font start, bench, cut. Mais moi, celui que je start, c'est Kyrie, mon gars. Il n'y a pas photo à faire sur le talent Dallas qui a une opportunité de s'offrir Kyrie Irving. Ils ne peuvent pas passer à côté. Et voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient au niveau du marché. C'est que c'est très compliqué d'attirer une superstar. C'est ça que les gens ne se rendent pas compte. Même les étés, toutes les équipes rêvent d'avoir une superstar, d'avoir un Kyrie Irving. Là, ils avaient l'occasion de le faire sur un trade en lâchant un tour de draft et 2 joueurs. Voilà, ils ont fait tapis. Ils vont voir ce que ça donne parce qu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre cet été. Donc là, ils ont eu l'occasion de récupérer Irving et ils ont sauté dessus. Peut-être qu'ils auront tort. Pu l'avoir autrement. Voilà, et peut-être que dans 4 mois ou dans 1 an, on dira c'était n'importe quoi. Mais tu as raison de le tenter. Mais ils l'ont tenté parce qu'ils ont Doncic à cette période qui est en grande forme. Et ils veulent l'associer à une autre superstar. Et qu'il faut plaire à Doncic. Voilà. Aussi. Et ils l'ont dit depuis le début. Parce que crois-moi que exactement, Doncic, si jamais tu tentes pas Kyrie, que tu te dis qu'il le fait, Anunoby peut-être qu'il peut amener, mais là aujourd'hui Anunoby c'est bien, mais c'est des secondes lames. Là il faut lui amener une superstar à Kyrie quand on voit la concurrence à l'Ouest, même dans la NBA. Si tu fais pas ça, au bout d'un moment il va arriver en fin de contrat, dire les gars, vous êtes gentils, ça fait 5 ans 6 ans qu'on bosse ensemble, vous êtes incapables de m'offrir l'équipe pour gagner, je me barre. Il y a ça aussi qui compte. Il y a la pression de la star. Et là pour le coup, ils font tout l'inverse, ils lui montrent gros, nous on veut te donner l'équipe pour gagner, bravo. Merci Yacine de nous avoir appelé. Avec plaisir, merci. C'était très bon. À bientôt. Merci. Allez, salut. Alors, il se passe beaucoup de trucs. Alors, ce que je vous invite à faire, à vous qui... Je me régale, c'est génial. C'est que le début, Erwan, parce que j'ai un petit truc, on le répétera dans quelques instants. Qui quitte Malakoff? Non. Impossible. En tout cas, c'est pas Wash qui l'a dit. Je vous lis ce truc-là, et puis on clôture cette première partie sur Kyrie qui arrive aux Mavs, et ensuite on ira dans une deuxième partie sur Brooklyn qui pourrait ce soir se voir renforcé par un mec, puisque Siakam est dans les rumeurs de trade et il pourrait être available pour aller au à Brooklyn. Il est available, il est disponible. Voilà. Scalp. Le scalp. Alors voilà, on a terminé cette première partie sur Kyrie. On voulait absolument, avant de passer à la suite, à vous montrer cette belle annonce, cette bonne nouvelle, tout simplement, puisqu'une superstar est ambassadeur de la prochaine Coupe du Monde et c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui nous a fait un peu bobo aussi. The one thing that I haven't done is to be on the floor when my country won the FIBA Basketball World Cup. While it's one of my most treasured memories, I wasn't able to play. The World Cup is the toughest trophy in basketball to win. You need character. You need chemistry. You need your teammates to pick you up. Because when you win for one, you win for all. Après Luis Scola, c'est donc Pau Gasol qui est ambassadeur de la prochaine Coupe du Monde du côté des Philippines. On espère y être, aller suivre l'équipe de France à l'autre bout du monde. Ça, c'est un truc qui nous excite. Tu seras en prépa, toi. On ne serait pas contre. Je suis prêt à rater la prépa. Non. Ah bon, faut voir ça avec ton président qui me dit que non, tu ne pourras pas. Je suis prêt à démissionner, à faire une Kyrie, à partir, sans donner de nouvelles. Et à revenir, du coup, comme une fleur. Sinon, c'est pas on va le retrouver dans une paillote en Philippines en train de boire des mojitos. Attention à ce que tu dis. Grand paillote à boire des mojitos, pas plus, pas moins. Ok, parfait, ça va. Rien de grave. Bon, voilà, on aura le temps de reparler de l'équipe de France et de cette Coupe du Monde qui se profile. Champion du monde pour Gasol? Champion du monde, oui, bien sûr. Come on, one. Voilà, on enchaîne tout de suite, sans... On peut pas attendre, on enchaîne avec Brooklyn, si tu es sur YouTube, hop, t'appuies sur la deuxième vidéo, elle arrive demain, normalement, si t'es patient ou que t'es trop chaud, t'as cliqué sur la première vidéo. Allez, à tout de suite.